salope. Tu as osé lire un éloge funèbre pour moi? La couleur a quitté le visage d'Amélie si vite que j'ai cru qu'elle allait s'effondrer là, devant la plaque commémorative vide qui portait mon nom. Mon mari, ou plutôt mon futur ex-mari, Julien, a reculé d'un pas, le choc et la terreur se battant pour la première place sur ses traits si parfaitement composés quelques minutes plus tôt. Oui, l'expression sur leur visage quand j'ai fait irruption à mes propres funérailles, ça n'avait pas de prix. Je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans, et voici comment j'ai survécu après avoir été trahi par les deux personnes que j'aimais le plus au monde. Avant que je vous raconte comment ma propre sœur m'a poussé d'un hélicoptère au-dessus des Alpes, laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville vous m'écoutez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de cette histoire de trahison, de survie, et de vengeance. En grandissant, Amélie et moi étions comme les deux faces d'une même pièce. Orphelines assez jeunes, nous n'avions que l'une et l'autre, et le petit héritage que nos parents nous avaient laissé. Amélie était l'artiste, l'âme sensible, la rêveuse. Elle voyait le monde en couleur et en texture, toujours un carnet de croquis à la main. Moi, j'étais la pragmatique. La bâtisseuse. J'ai investi ma part de l'héritage dans une idée un peu folle à l'époque, une start-up combinant la technologie et la mode durable. En quelques années, EcoChicTech a explosé. Je suis devenu l'une de ces 30 entrepreneurs de moins de 30 ans qu'on voit dans les magazines, avec une entreprise évaluée à plusieurs millions d'euros. Amélie, elle, a suivi un chemin plus escarpé. Elle a utilisé son héritage pour louer un atelier d'artiste à Montmartre, convaincue que son talent finirait par être reconnu. Mais le monde de l'art est cruel. Les galeries la rejetaient, les critiques l'ignoraient. Elle a fini par enchaîner les petits boulots alimentaires, son amertume grandissant aussi sûrement que mon chiffre d'affaires. Je lui ai proposé de l'aider des dizaines de fois, de financer une exposition, de lui trouver un poste de designer dans mon entreprise. Mais sa fierté était une forteresse. Je n'ai pas besoin de ta pitié, Chloé, me répondait-elle, un sourire si tendu qu'il menaçait de se briser. Avec le recul, les signes étaient là, ce ressentiment qui couvait sous la surface. Le regard fugace et envieux quand je parlais d'un nouveau contrat. La façon dont elle se raidissait quand je l'emmenais dans une boutique de luxe en insistant pour tout payer. C'est dans ce contexte que Julien est entré dans ma vie. Je l'ai rencontré au vernissage d'une exposition qu'il organisait. Il était le propriétaire d'une petite galerie d'art contemporain dans le Marais, à Paris. Grand, élégant, avec un charme désinvolte et une passion pour l'art qui semblait authentique. Il a tout de suite été attiré par mon succès, mais il a eu l'intelligence de le masquer sous un intérêt pour mon esprit visionnaire. Il m'a dit, vous ne vendez pas seulement des vêtements, Chloé. Vous vendez une idée, une éthique. C'est de l'art, à sa manière. Il savait exactement quoi dire. Notre relation a été un tourbillon. En 6 mois, nous étions mariés. Amélie était ma demoiselle d'honneur, souriante sur les photos, un sourire qui, je le sais maintenant, était un masque cachant un venin déjà bien présent. Ce que j'ignorais, c'est que la galerie de Julien était au bord de la faillite. Il avait un don pour les apparences, mais ses finances étaient un champ de ruines. Quand nous avons mis nos comptes en commun, j'ai été surprise de découvrir l'étendue de ses dettes. Il a tout balayé d'un revers de main, parlant des investissements audacieux et de revers temporaires du marché de l'art. Je l'ai cru. Aveuglément. C'était ma plus grosse erreur. Très vite, une complicité étrange s'est installée entre lui et Amélie. Ils partageaient le même humour cynique, les mêmes critiques acerbes sur le monde de l'art. Je les surprenais souvent dans des conversations intenses qui s'arrêtaient net dès que j'entrais dans la pièce. Un jour, en rentrant plus tôt, je les ai entendus dans le salon. Leur voix était basse, pressante. Elle ne sera jamais d'accord, Julien, disait Amélie. Tu la connais, elle veut tout contrôler. Il faut trouver le bon moment pour lui en parler, répondait Julien. L'opportunité ne se représentera pas. Quand je suis apparu, ils ont sursauté. Ils m'ont expliqué qu'ils préparaient une fête d'anniversaire surprise pour moi. Mon anniversaire était dans 6 mois, mais j'ai choisi de les croire. Je voulais tellement croire au bonheur parfait que je pensais avoir construit. L'idée du séminaire d'entreprise dans les Alpes venait de moi. Chaque année, j'emmenais mon équipe de direction pour une semaine de brainstorming et d'activités de plein air. Cette année-là, j'avais réservé un chalet de luxe près de Chamonix, avec au programme une excursion en hélicoptère pour survoler le Mont Blanc. Lors d'un dîner, j'ai mentionné l'excursion à Julien et Amélie. Le regard d'Amélie s'est illuminé.
Mais ce n'était pas de l'excitation. C'était un calcul. J'ai toujours rêvé de voir les Alpes d'en haut, a-t-elle dit. Tu devrais venir, ai-je lancé, sur un coup de tête. Il y a une journée famille et amis. Tu pourrais te joindre à nous pour le vol et le dîner de gala. Je m'attendais à un refus. Mais elle a accepté sur le champ, avec un enthousiasme suspect. Julien a applaudi l'idée. C'est parfait. Un moment rien qu'entre sœurs, vous en avez bien besoin. C'est cette semaine-là qu'il a abordé le sujet de l'assurance vie. Chérie, a-t-il commencé, avec son air le plus prévenant. Ton entreprise est ton bébé. Mais si quelque chose t'arrivait, il faut protéger tout ça. Pour l'entreprise. Pour nous. Il a sorti des arguments qui semblaient logiques, la responsabilité de l'entreprise, la planification successorale. J'étais débordé par le lancement d'une nouvelle collection. J'ai signé les papiers sans vraiment y prêter attention. Une police d'assurance vie de 5 millions d'euros. Bénéficiaire, Julien. Bénéficiaire secondaire, au cas où, a-t-il insisté, Amélie. L'agent d'assurance a tiqué, posant des questions sur le montant et la rapidité de la souscription. Julien, avec son aisance de manipulateur, l'a rassuré en parlant de protection d'actifs et de garantie pour de futurs investisseurs. Tout semblait plausible. À l'approche du départ, il est devenu l'homme parfait. Dîner aux chandelles, bouquet de fleurs, mots doux. C'était sa conscience coupable qui parlait, je le vois maintenant. C'était un homme qui disait adieu. Le matin du vol, le ciel des Alpes était d'un bleu cristallin, presque insolent. Des conditions parfaites. Amélie semblait nerveuse, mais aussi étrangement curieuse, posant des questions techniques au pilote. « Est-ce qu'on enlève les portes pour mieux prendre les photos ?» a-t-elle demandé. J'ai mis ça sur le compte de l'excitation. Nous devions partager l'hélicoptère avec un de mes directeurs financiers, mais au dernier moment, il a eu un malaise à cause de l'altitude et a renoncé. Nous nous sommes donc retrouvés seuls, Amélie, moi, et le pilote, un local bourru nommé Pierre. Alors que nous survolions la mer de glace, un paysage a coupé le souffle, Pierre a reçu un appel sur sa radio. Il a juré entre ses dents. Foutu météo. Je dois faire un crochet rapide par une station relais sur l'aiguille du Midi pour vérifier un capteur. Ça ne prendra que 5 minutes. Il a posé l'appareil sur une petite plateforme métallique accrochée à la roche. Ne bougez pas, les filles, je reviens tout de suite, a-t-il dit en sortant. À peine la porte s'était-elle refermée que le visage d'Amélie a changé. Son anxiété a disparu, remplacée par une sorte de calme glacial. Viens, Chloé, la vue d'ici doit être incroyable. Prends une photo. Elle a ouvert la porte latérale de l'hélicoptère. Un vent glacial nous a fouettés. Confiante, je me suis approché du vide, mon téléphone à la main. La lumière est parfaite, ai-je dit, ébloui par la beauté sauvage du massif. Parfaite pour ce que j'ai à faire, a répondu Amélie. Sa voix était méconnaissable. Plate. Sans émotion. Je me suis retourné, et j'ai vu son regard. Ce n'était plus ma sœur. C'était une étrangère, remplie d'une détermination froide. Elle n'a rien dit d'autre. Elle a juste poussé. De toutes ses forces. Et le monde a basculé. Je suis tombé dans le silence bleu et blanc des Alpes, l'hélicoptère rapetissant au-dessus de moi, le visage d'Amélie, déjà tourné, déjà passé à autre chose. La chute aurait dû me tuer. Mais la chance, ou un miracle, a voulu que je tombe dans une pente raide couverte de sapins. Les branches ont agi comme 1000 mains qui auraient tenté de me rattraper, mais en me déchirant au passage. Le bruit de mon propre fémur se brisant a été plus fort que tous les craquements de bois. Quand j'ai repris conscience, la douleur était une chose vivante, une bête qui me dévorait de l'intérieur. Mon équipement de montagne dernier cri était en lambeaux, ma jambe gauche était pliée dans un angle contre nature, et le sang chaud tachait la neige immaculée. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la déflagration psychologique. Amélie. Ma sœur. Elle avait essayé de me tuer. Et Julien l'assurance, son enthousiasme il était dedans. Ils avaient tout planifié ensemble. J'ai hurlé. Un cri de rage, de bête trahie, qui a fait s'envoler une nuée d'oiseaux. J'ai hurlé jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. Et puis, au milieu de ce désert blanc, une décision a pris forme dans mon esprit, aussi tranchante qu'un éclat de glace. Je n'allais pas mourir. Je survivrais. Pas pour la justice, pas encore. Mais par pur défi.
pour faire s'écrouler leur plan parfait. La formation de chef d'entreprise a pris le dessus. Analyse de la situation. Ressources disponibles. Objectif prioritaire. Ma blessure la plus grave était ma jambe. Une fracture ouverte du fémur. Sans soin, c'était la mort assurée par hémorragie ou infection. J'ai déchiré des lanières de ma veste technique et utilisé 2 branches solides pour fabriquer une attelle de fortune. L'opération m'a presque fait perdre connaissance. J'ai utilisé ma rage comme anesthésiant, revoyant sans cesse le visage d'Amélie. Ensuite, l'abri. La nuit tombe vite en montagne. J'ai rampé jusqu'à un surplomb rocheux, créant une petite cavité que j'ai tapissée de branches de sapin. L'eau j'ai fait fondre de la neige dans un morceau de tissu de ma veste, buvant le liquide glacial par petites gorgées. Les jours et les nuits se sont confondus dans un brouillard de douleur, de fièvre et de détermination. Je me suis nourri de mes propres pensées, de la planification de ma vengeance. J'analysais leurs erreurs. La police d'assurance souscrite juste avant le départ trop suspect. Le pilote il devait être complice. Ils auraient dû s'assurer de ma mort. C'était leur faille. Le 4e jour, alors que je sombrais dans le délire, j'ai entendu des voix. Des alpinistes. J'ai crié, mais seul un son rauque est sorti de ma gorge. J'ai tapé sur un rocher avec un bâton, un rythme faible mais régulier. Soudain, 2 visages sont apparus, stupéfaits. Un couple de montagnards. Mon Dieu, que vous est-il arrivé, a demandé la femme. J'ai rassemblé mes dernières forces. Je m'appelle Chloé Dubois. Ma sœur elle m'a poussé d'un hélicoptère. L'ironie a voulu que je sois secouru par un hélicoptère. Pendant le trajet vers l'hôpital de Grenoble, j'ai entendu un des secouristes dire à son collègue, « C'est bizarre, c'est pas loin d'ici que la PDG parisienne a disparu. Celle qui est tombée en prenant une photo. » Mais les recherches se concentrent sur le versant italien. Mon sang s'est glacé. Bien sûr. Ils avaient donné de fausses coordonnées pour s'assurer que mon corps ne soit jamais retrouvé, ou du moins, retrouvé bien trop tard. À l'hôpital, à moitié consciente sous l'effet de la morphine, j'étais une inconnue, une victime d'accident de montagne. Les infirmières parlaient autour de moi. La pauvre famille de cette femme d'affaires, quelle tragédie, son mari a l'air dévasté au téléphone. Il discutait de ma mort avec moi, sans le savoir. Le système m'avait enregistré comme une simple randonneuse blessée, à des kilomètres de la zone de recherche officielle de Chloé Dubois. C'était mon avantage. L'élément de surprise. 3 jours et 2 opérations plus tard, j'étais assez lucide pour regarder les infos sur la petite télé de ma chambre. Mon visage était partout. La tragique disparition de la prodige de la tech, Chloé Dubois. Il y avait des déclarations de Julien, la voix brisée par l'émotion, parlant de « l'amour de sa vie », fauché en pleine gloire. Et Amélie, en larmes, évoquant « sa meilleure amie, sa sœur », partie en faisant ce qu'elle aimait, admirer la beauté du monde. Leur performance était parfaite. C'est à ce moment-là que l'inspectrice Élise Dubois est entrée dans ma chambre. Une femme d'une 50aine d'années, avec un regard qui ne laissait rien passer. Elle avait été alertée par les secouristes, intriguée par mon histoire et la coïncidence de ma position. Madame Dubois, a-t-elle commencé. J'aimerais que vous me parliez de cette histoire d'hélicoptère. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a hoché la tête. Votre histoire est folle. Mais quelques détails me chiffonnent. Votre mari a contacté l'assurance il y a 2 jours pour accélérer le versement des 5 millions. Un peu rapide pour un veuf éploré. Et les coordonnées de votre chute qu'a donné le pilote ne correspondent absolument pas à l'endroit où on vous a trouvé. Je vous crois. Mais nous n'avons pas de preuves solides. Votre mari et votre sœur vous pensent morte. C'est une opportunité.